4 invités sur ce plateau et je commencerai donc par ma droite avec Évariste Faustin Concebo du Cercle d'éveil. À côté de lui, Pascal Zaïda de la Coordination nationale pour une transition ici. À ma gauche, donc, j'ai M. Thomas Tiaman de la DFRDA et M. Seydou Zagré du MPP. Messieurs, merci d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que d'autres personnes ont été invitées, mais pour différentes raisons, ils n'ont pas pu se présenter sur ce plateau-là. Il s'agit notamment du CDP. Alors, messieurs, il y a cette situation sécuritaire assez particulière dans notre pays, avec ce qui s'est passé à Samorogan. 3 gendarmes tués, 2 civils également tués, la gendarmerie est atteinte. On se met dans une situation où c'est la troisième attaque plus ou moins de ce genre-là. Il y a eu d'abord ce qui s'est passé autour donc du début de l'année avec l'enlèvement du coopérant roumain. Il y a eu ensuite ce qui s'est passé à la frontière dans la zone de Dédougou il y a quelques semaines de cela. Et puis aujourd'hui il y a Samorogan. D'abord votre appréciation de cette situation. Je commencerai par Pascal Zaïda. Allez, merci. Et avant tout propos, je voudrais qu'on observe une seconde de silence à l'endroit, n'est-ce pas, non seulement des victimes des 16 septembre, mais aussi ceux qui sont tombés, n'est-ce pas, au niveau du nord de Ouroudara. Okay. Merci. Alors, pour la question sécuritaire, comme vous l'avez abordé comme thème, alors nous définissons ce sujet à 2 niveaux. Alors, le premier élément appartient aux spécialistes, notamment au chef d'état-major général des forces armées, de donner son appréciation par rapport à cette question sécuritaire. Le deuxième élément, également pour la question électorale, il appartient éventuellement à la CENI aussi, quand même, de nous donner des appréciations. Alors, sur ces 2 volets, et à part de là, les différents acteurs, que ce soit les hommes politiques ou du moins la société civile et l'autorité, de façon globale, pourra maintenant dégager une ligne de conduite sur la question. Évariste Faustin Concebo. Oui, bien sûr, il faut le déplorer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les autorités de la transition avaient largement communiqué sur les menaces en fait, qui planaient dans le pays. Mais moi, je dois dire que toutes ces menaces-là, en fait, n'étonnent pas les analystes en fait, politiques ou tous les observateurs, parce que c'est une conséquence, ce ne sont que la conséquence de la gestion mafieuse au triple plan économique, social et politique du pays pendant les 27 années. Et c'est des scénarios que d'aucuns, dans certains contextes, avaient même eu déjà à élaborer. Maintenant, c'est vrai que sur les questions sécuritaires, il y a 2 volets. Il y a les désertions liées aux éléments de l'ex-RSP. Là-dessus, je ne comprends pas que ces éléments-là ayant été identifiés, puisqu'on a même un nombre précis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un appel à témoins avec les affiches? Parce que c'est des déserteurs, c'est même des terroristes, pour qu'on puisse les identifier et les neutraliser. L'autre volet, c'est la menace djihadiste, comme je dis. Je pense que par rapport à ces personnes-là, on leur avait donné encore un délai, si je ne m'abuse, pour qu'ils rejoignent les casernes. Et puis ensuite, peut-être que la procédure va se mettre en œuvre. Bon, moi, j'en sais rien. J'observe et puis je note que il y a face à certains sujets dramatiques, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a quand même trois gendarmes qui sont quand même qui ont été froidement et lâchement abattus. C'est grave et il faut donc que la riposte soit vraiment conséquente. Donc moi, je me pose juste des questions en tant que simple citoyen. Par rapport donc au ménage djihadiste, comme je l'ai dit, depuis longtemps, on savait que le Burkina était donc au cœur d'un certain réseau. Tout le monde le voyait et c'est peut-être même c'était un alibi pendant longtemps pour maintenir le pouvoir en place. Maintenant, à la lumière justement des derniers événements du 16 septembre, bien sûr, nos autorités ont donc détecté un certain nombre de menaces. Bon, maintenant, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ayant identifié ces menaces-là, les mesures n'ont pas suivi automatiquement. Donc, on a l'impression que là aussi, on a un peu tardé à agir. Bon, mais comme je le dis, peut-être qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Oui, M. Pascal Zagré. C'est Seydou Zagré, excusez-moi. Oui. Je crois que ce qui se passe est suffisamment grave pour qu'on conjugue nos efforts pour y faire face. Maintenant, il faut dire aussi qu'il n'y aura jamais un niveau de sécurité zéro. Et les problèmes ont commencé il y a plusieurs années. Et, comme l'a dit Concebo, et ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau auquel on n'a pas pu penser il y a quelques années déjà.
Maintenant, je pense que la concrétisation de certaines actions nous interpelle pour que nous prenions nos responsabilités et que nous les assumions. Et je pense que le gouvernement est interpellé sur cette question et il faut que les bonnes mesures soient prises au bon moment pour que la gestion du pays puisse continuer dans des conditions qui permettent aux Burkinabés de vaquer à leurs occupations. Okay. Monsieur Tiaman. Bon, effectivement, moi je dirais que la menace djihadiste était aux portes du Burkina, notamment avec les deux pays frontaliers que sont le Niger, le Mali, qui connaissent bien sûr ce phénomène-là. Donc nous étions au cœur bien sûr de cette insécurité djihadiste depuis un certain nombre d'années. Alors malheureusement, cette situation nous la vivons aujourd'hui. Et je pense que c'est une situation suffisamment grave qui interpelle tous les Burkinabés. Parce que la sécurité d'un pays ne relève pas seulement des forces armées. Voilà. Ça relève aussi de tout citoyen. Et cela me rappelle bien sûr le communiqué de l'état-major général des armées qui appelait bien sûr tous les citoyens du Burkina à dénoncer tout mouvement suspect. Voilà. Donc je pense que main dans la main, nous devons travailler pour que cette situation-là, nous arrivions à bout. C'est une situation suffisamment grave où des citoyens du pays ont donné leur vie pour la sécurité du pays et qui sont sauvagement assassinés ainsi. Je pense que ça interpelle tout le monde, au premier chef les autorités de la transition et ensuite nous, citoyens lambda. Alors on a souvent présenté un peu le lien entre le parti au pouvoir et les événements qui se passent. Est-ce que ça confirme vraiment ce qui a été dit au premier jour, qu'il y a un lien avéré entre la tentative de coup d'État et l'infiltration djihadiste, ou est-ce que vous prenez ça dans une mesure beaucoup plus globale de politique sous-régionale? Pascal Zaïda. Alors, sur la question, c'est comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas une position donnée sur des questions pareilles. Lorsque nous sommes dans un état de droit, vous avez les acteurs politiques qui jouent leur rôle, vous avez la société civile qui joue également son rôle. Nous, étant la société civile, alors nous, ce qui est très important lorsque nous avançons un argument, que cet argument soit accompagné ou appuyé par des preuves. Alors, l'état-major, effectivement, à son temps, avait donné des indices. Et par la suite, vous avez également entendu à travers les médias sur la question, mais il faut que les preuves soient matérielles. Je ne peux pas, à travers votre scène, affirmer que c'est vrai ou c'est faux. Mais nous sommes dans un état donné et tout le monde connaît le Burkina Faso. Alors, la question de sécurité, c'est comme nous l'avons si bien dit et on le répète. Alors, d'abord, c'est une question de spécialistes. Oui, mais Zaïda, ça vous couper. Je reviens sur mes propos. Il y a eu un Tambao, à un moment donné où on parlait quasiment du code électoral. C'est le lien que beaucoup de gens font. Il y a eu ensuite des Dougou, lorsque quasiment la liste électorale est sortie avec des personnes mises en situation d'illégibilité. Et aujourd'hui, il y a Samorogan, juste après une tentative de coup d'État qui échec. Est-ce que le lien n'est pas vite fait avec justement le parti au pouvoir et les partis qui l'entourent? Non, sur la question, c'est comme je vous le disais tout de suite, nous ne rentrons pas dans les suppositions. Quand nous donnons un argument, on n'a pas de preuves. Voilà. Du moment où je n'ai pas été associé à un débat où on m'a apporté les preuves concrètes. C'est vrai que les attaques de différents coins, nous l'avons tous suivi. Même, il y a eu le crash de l'avion sénégalais, où d'autres ont fait le lien avec l'avant l'insurrection. Mais sur ces débats, on n'entre pas dans ça. On donne notre appréciation de façon objective. Pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux-là également qui veulent aussi garder leur position. Ces liens, je ne fais pas ces liens parce que je n'ai pas un indicateur objectivement vérifiable qui puisse me dire, alors, tel ou tel élément est lié à cela. Je n'ai pas cette preuve. Faustin Évariste, oui, c'est vrai que sous réserve que, justement, à la faveur de la tenue du procès, certaines informations soient donc révélées au grand public, il va sans dire que le gouvernement d'un État ne peut pas prendre à la légère, ou du moins ne pas prendre sur lui, d'affirmer, de donner des affirmations péremptoires sans éléments. Je suppose que le gouvernement qui a donc fait un communiqué officiel là-dessus a sans doute eu des éléments ou des informations sur la base d'indices, de faisceaux d'indices concordants, parce que c'est vrai que
le lien entre l'ex-parti majoritaire et les djihadistes ont été démontrés à travers la collusion des intérêts. Et quand on reprend donc les deux ténors, enfin, moi je les appelle les deux boîtes noires donc, du régime, toutes militaires, savoir le général Guinguéré et le général Bassolé. Alors, compte tenu donc du rôle, que ce soit au plan international et tout chacun ici sait le rôle que ces personnes-là ont joué. Et on sait d'où viennent les menaces et les accointances qui ont pu. En tout cas, ce qui est sûr, il y a tout un faisceau d'indices qui font croire. Mais comme on le dit, le procès va se tenir et c'est certainement donc à l'occasion du procès que beaucoup d'informations seront, donc certaines informations seront dévoilées. Quelqu'un a envie de réagir sur ça, M. Zagré? Oui, bien sûr, parce que les faits sont troublants. Et ces concomitances-là sont inquiétantes. Et je ne vais pas franchir le pas le premier, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais je ne vais pas m'empêcher de penser qu'en creusant, on va trouver quelque chose. Et donc, pour cela, il me semble qu'on doit rester prudent, mais il ne faut rien écarter a priori. Je ne vais pas inviter à écarter quelque chose a priori, surtout que ce sont des gens qui ont été épinglés dans le cadre du coup d'État. Ok, M. Tiama. Bon, moi je dirais qu'on serait vraiment tenté de faire le rapprochement parce que les événements vraiment nous amènent à être tentés bien sûr. Mais comme l'ont dit certains, je pense que la justice est la mieux placée pour dire qui sont ceux qui sont impliqués dans ces événements qui secouent vraiment le Burkina et qui endeuillent beaucoup de familles. Donc c'est ce que je peux dire, il faut attendre à ce que les enquêtes aboutissent et qu'on situe les responsabilités. Parce qu'on peut dire que c'est l'ex-parti majoritaire, mais ça peut être d'autres personnes qui sont aussi impliquées. Donc je pense qu'il faut laisser la justice aller jusqu'à son terme et on pourra avoir des éléments... Vous pensez à des personnes en particulier? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je dis ça comme ça parce que, bon, c'est possible. Voilà. Tout le monde, ici c'est une présomption d'innocence, tout le monde est présumé innocent. Actuellement, et je pense que la justice peut aller jusqu'à son terme et on verra qui sont ceux qui sont impliqués et ils seront sanctionnés bien sûr à la hauteur de leur forfait. Si l'on parle de ce débat sécuritaire, c'est qu'il a pour beaucoup de personnes une incidence sur le calendrier électoral. Alors, je rappelle que aujourd'hui, on est le 11 et normalement, aujourd'hui, à cette heure-là, on devait avoir un plateau pour débriefer un peu des tendances, etc. Malheureusement, le coup d'État est arrivé. Nous avons donc un recul par rapport à ces élections-là. Alors, la CENI dit qu'elle peut le faire. La CENI a confirmé techniquement qu'elle peut le faire. Les partis politiques ont certainement des propositions à faire. Le Premier ministre a dit que c'est faisable. Le président dit qu'il y a des questions sécuritaires, on va voir dans un mois. À votre sentiment aujourd'hui, est-ce que ces élections-là, on peut encore se permettre de ne pas donner une date après quasiment une semaine de la fin du putsch qu'on a connu? Faustin Évariste Concebo. Moi, la question que je me demande, est-ce que nous avons les moyens d'un report de ces élections-là? Parce que, voyez-vous, le peuple burkinabé a chèrement payé. D'abord la première insurrection, la deuxième insurrection, et ensuite donc au putsch. Et moi je pense que chaque jour de retard, c'est quelque chose qui n'est pas à l'honneur en fait de la mémoire de ceux qui se sont... Pourquoi les gens sont sortis se faire tuer? C'est parce que justement quelqu'un est venu remettre, un groupe d'individus sont venus remettre en cause un processus. Et donc même pour honorer la mémoire de ces personnes-là, le mieux que nous puissions faire, c'est organiser dans les meilleurs délais ces élections. La question sécuritaire, là, moi, jusqu'à présent, j'attends de voir des arguments. Mais il ne faut pas qu'on nous renferme dans des peurs. Parce que ce régime-là a gouverné sur les peurs. Et franchement, on rend grâce à... Non, mais je parle de l'ancien régime. Il n'y a pas eu un autre régime. Parce que quand vous dites ce régime, on est dans la transition. C'était un régime qui a... Non, pas la transition, bien sûr. La transition a été mise en place sur la base d'un accord consensuel. Et ce qui fait vraiment insulte, c'est quand on pense que les gens avancent des arguments d'exclusion. On n'a jamais été question d'exclusion. Et même s'il faut regarder les standards démocratiques, c'est des gens qui se sont fait élire avec moins de 1 million. Moi, je me rappelle quand vous regardez depuis le début de cette affaire-là, les taux d'abstention, même... Bon, alors,
qu'on vienne, et en plus même, on n'a pas interdit le parti, c'est des individus, qu'on vienne prendre prétexte du fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter, donc il y a un problème. Moi, je trouve ça vraiment insultant à la mémoire même du peuple burkinabé. Parce que quelques personnes ne peuvent pas prendre en otage la vie et l'avenir de 16 millions de personnes. Bon, ça, j'attends donc de voir, pour le moment, les arguments qu'on nous a ciblés ça et là, franchement, pour le moment, nous ne voyons objectivement pas ce qui peut vraiment justifier un report à moyen terme. Le président Kafando a dit, et je vais passer la parole à M. Zagré, aux États-Unis, qu'il fallait que les acteurs politiques discutent d'un certain nombre de sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore à propos de remettre un certain nombre d'éléments sur la table ou c'est vraiment l'essentiel de la loi d'élection? Je pense qu'après avoir enterré nos morts et après avoir donné quelques indications sur ce qui peut être fait les 30 et 31 pour rendre un hommage aux martyrs, je pense que ce peuple veut, c'est que des élections aient lieu le plus tôt possible pour remettre la démocratie sur les rails. Le changement pour lequel le peuple burkinabé s'est mobilisé ici, ce n'est pas pour la transition. La transition, c'est le passage obligé pour organiser les élections. Mais le changement est à venir. Et donc, d'abord, pour les questions sécuritaires, lorsque le cadre de concertation des partis politiques a obtenu l'audience avec le Premier ministre la semaine dernière, sur ces questions de sécurité, le Premier ministre a donné des assurances que quelques éléments du RSP en rade, et ça ne peut pas empêcher. Une trentaine, on nous a dit. Bon, c'est vrai, même si là-dessus, je peux être un peu critique, parce que quand on commence à faire une bataille de chiffres, on dit une dizaine, on dit 30, etc. Demain, on va dire combien. Mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre nous a donné l'information selon laquelle il n'y a pas de problème sécuritaire qui puisse remettre en cause les élections. C'est bien. Donc, s'il n'y a pas de problème sécuritaire qui puisse remettre en cause la tenue de ces élections, et je vais faire observer que tout le monde attend la transition, le peuple burkinabé, les acteurs politiques, sur cette question-là. Nous sommes incapables de financer par nous-mêmes ces élections. Nos partenaires qui nous accompagnent ont des observateurs qui sont là depuis plusieurs mois, qui nous ont fait l'amitié de continuer à renforcer nos capacités pour organiser ces élections, qui ont laissé leur personnel ici, en attendant que nous puissions dire les élections, c'est tellement pour aller. Si nous négligeons à aller vers ces élections, et si ces partenaires-là font repartir leur personnel, c'est devant des problèmes graves que nous allons. Parce que depuis le début, nous avons montré qu'il y avait danger à vouloir prolonger le délai de la transition. Il est encore possible aujourd'hui, dans les limites de la transition, de fixer une date des élections sans même modifier la charte de la transition, et on l'a expliqué au Premier ministre comment. Vous proposez quelle date alors? Au niveau du cadre de concertation des partis politiques, on leur a dit de faire ça le 15. Parce que le 15, le délai normal de la transition n'est pas encore fini. Ce qui permet de couvrir le dépassement là par les dispositions de l'article 21 de la charte, qui permet que le passage de pouvoir se fasse et que la transition prenne fin avec l'installation et l'investiture du nouveau président. Donc on est une semaine, 10 jours, 15 jours, 20 jours dans ça, chacun sait que c'est le coup d'État qui est responsable de cette situation. Ce n'est pas la volonté des acteurs de la transition de prolonger le délai de la transition. Monsieur Tiama, que votre parti pense quoi de cette situation? Ok, sur la question, je pense que effectivement, sur la question, je pense que tous les partis politiques en lice pour les élections étaient tous prêts pour aller aux élections. Nous étions à quelques jours de l'ouverture de la campagne quand le coup d'État est survenu. Donc à ce niveau-là, je dirais que tous les partis politiques étaient prêts. La CENI également était prête, le gouvernement était prêt. Alors le putsch est venu stopper un peu cette dynamique-là. Maintenant, on nous parle bien sûr de la question sécuritaire, qui n'est pas une question à négliger. Et il faut aussi
donner à chacun son rôle. Il y a le chef d'État général des armées qui est là, il y a le ministère également de la Défense qui est là, qui sont en mesure de nous faire un point sur la question sécuritaire au Burkina Faso. Est-ce que la question sécuritaire ou l'insécurité dans laquelle nous trouvons là nous empêche d'aller aux élections? Je pense qu'il faut donner le rôle à chacun. Maintenant, si ces autorités compétentes-là nous disent que c'est le cas, maintenant, en concertation avec tous les acteurs politiques, on pourra ensemble, comme cela s'est fait avec la charte, avec la signature de la charte de la transition, on pourra voir comment régler ces questions-là. Voilà. Et je pense que tout dépend bien sûr d'une concertation de la classe politique et des informations également que le chef d'État général des armées et le ministère de la Défense pourront nous donner sur la question de la sécurité. De façon donc pratique, si je veux résumer, c'est que pour vous, la question de faire ça avant le 17 n'est pas forcément quelque chose de déterminant. Non, pour nous, il faut fixer une date dans le plus bref délai. Pour nous, il ne faut pas excéder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prolonger la transition indéfiniment. Parce que la charte même de la transition dit clairement en son article 20 que la transition ne pourra excéder une année. Voilà, 12 mois. Donc je pense que si on prolonge ça indéfiniment, on peut retomber un peu dans ces histoires de Lenga qui nous a amené bien sûr dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous disons qu'en concertation avec toute la classe politique, on pourra fixer dans un bref délai. Et pour nous, je pense que la fin novembre, en tout cas, avant la fin du mois de novembre, on pourra bien sûr trouver une date pour l'organisation des élections. Vous êtes dans la logique de ceux qui disent soit le 22, soit le 29, pour donner le temps à l'État. Nous ne faisons pas le fétichisme des dates, mais de toute façon, nous pensons que dans le mois de novembre, c'est possible qu'on organise des élections. Oui, Pascal Zaïda, sur cette question. Moi, j'avais déjà donné mes points de vue sur la question. Alors, au-delà des deux aspects qu'ils ont tantôt évoqués, notamment à l'armée de nous définir à quel niveau se trouve la question sécuritaire et à la CENI également de nous définir. La CENI a défini, la CENI a dit qu'elle est capable de l'organiser sans problème. Oui, mais je crois que l'intitulé du thème du jour, c'est comment tenir une campagne électorale apaisée. Les risques que les partis politiques pendant la campagne s'affrontent faisaient partie de votre inquiétude. Voilà. Donc, il appartient à la CENI, qui est spécialisée sur le terrain, de nous définir quelles sont les garanties nécessaires. Maintenant, quoi qu'on le dise, il faut que les acteurs politiques se parlent au Burkina Faso. Voilà. Personne ne peut décider à la place de quelqu'un. Il faut que tous les acteurs politiques se parlent et s'accordent sur un minimum de bases sur lesquelles on pourrait éventuellement déclencher une nouvelle dynamique. Maintenant, que les élections aient lieu le 15 octobre ou le 15 novembre ou fin novembre, nous, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est d'apporter une contribution objective afin de concilier les positions. Il appartient aujourd'hui aux acteurs politiques, aux autorités de la transition et l'ensemble des acteurs d'en décider de quand les élections doivent avoir lieu. Est-ce que vous pensez donc, comme le président du FASO, Michel Kafando, qu'il est primordial qu'il y ait un cadre de concertation entre tous les acteurs avant de déclencher le processus? Vous savez, on ne peut pas prétendre gérer une nation dans la division. Il faut que tous les acteurs, il faut que les fils du Burkina Faso s'asseyent et se parler, se dire la vérité, corriger ce qui ne va pas afin qu'on puisse déclencher une nouvelle dynamique. Le président, il l'a si bien dit à New York lors de son séjour, mais je crois qu'il est nécessaire et important que les acteurs politiques se parlent. Ils peuvent se parler demain ou après-demain et fixer la date du 15, s'accorder sur la date du 15 novembre. Si d'aventure, le chef d'état-major général des forces armées donne des inquiétudes par rapport à la question sécuritaire, et la CENI également nous dit que la campagne pourrait être une campagne apaisée ou du moins sur des risques d'affrontement, c'est aux différents acteurs politiques également de s'accorder sur une feuille de route. Voilà. Sur ces questions-là, la nécessaire concertation entre acteurs politiques avant tout. Parce que je pense qu'un certain nombre de partis, notamment le CDP, estiment qu'ils ne sont pas en sécurité pour entrer en campagne dans de telles conditions. Mais ça, c'est pour des raisons qui leur sont propres, certainement. Et je dois signaler que la CENI a une composition tripartite. Jusqu'à aujourd'hui, on continue par euphémisme en parlant de l'ex-majorité, l'ex-opposition, avec les organisations de la société civile. Et s'agissant d'élections, il n'y a pas un autre cadre. Pour fixer ces dates-là, c'est avec la CENI que ce processus a été entamé et nous avons fait des propositions au gouvernement. Donc,
dire qu'on ne peut pas faire des élections dans la division, et je ne sais pas de quelle division on parle. Aujourd'hui, on est dans un processus qui a été interrompu pour les raisons que les putschistes ont avancées. Et il faut reprendre ce processus-là et aller à des élections qui mettent fin à la transition et qui permettent au pays de redémarrer avec une vie constitutionnelle normale, avec le changement que le peuple souhaite. Non, apparemment, à moins que je ne comprenne le thème du jour, moi je dis que le processus était déjà engagé, le terrain et les pistes balisées. Maintenant, il y a eu une nouvelle donne, c'est-à-dire que des individus, des groupes d'individus, pour préserver leurs intérêts, ont interrompu le processus. Bon, maintenant, le gouvernement avait argumenté des contraintes objectives, ou du moins officielles, pour justifier un quelconque report, mais sinon, la concertation entre les partis politiques, je pense que dans la semaine, il y a eu l'ex-CEFOP et autres qui se sont regroupés, la CENI s'est prononcée, maintenant c'est au gouvernement d'aviser. Donc moi, maintenant qu'on parle de concertation ou de division, franchement, la notion de division, je ne la partage pas avec beaucoup de gens. Comme je l'ai expliqué, si on doit refaire une étude sociologique du vote, on verra très bien que dans quelles conditions les votes ont été faits et le contexte. Donc, finalement, on était dans une situation où c'est une minorité qui dictait sa loi. Donc, maintenant, si la sécurité zéro n'existe pas, vous savez, même le Mali, le Niger, tous ces gens, les provinces ou les régions, ces pays-là sont écumés par des djihadistes, des doutes, mais le Mali a fait ses élections, le Niger aussi a fait des élections. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, honnêtement, à moins qu'il y ait autre chose. Moi, je ne sais pas, honnêtement. Monsieur Tiama. Oui, moi, je suis d'avis avec ceux qui parlent de concertation parce que je pense que la classe politique a mal. Parce qu'elle ne se parle pas beaucoup. Ne se parle pas beaucoup, chacun reste dans son coin et il ne fait que faire ses analyses personnelles. C'est très intéressant. Je vais vous couper, M. Tiama. De quoi vous voudrez qu'on parle aujourd'hui dans ce contexte-là? Parce que je dis, et c'est ce que tout le monde dit, un certain nombre de personnes ont vu leur candidature rejetée. Les partis concernés avaient accepté et avaient entrepris même de remplacer les faits. Alors, de quoi on peut parler aujourd'hui puisqu'on était déjà d'accord sur un processus qui était en cours? Qu'est-ce que le coup d'État a changé en termes de domaine communicationnel entre partis pour qu'on puisse se réasseoir ensemble pour discuter? Moi, je parle bien sûr parce que je vois, parce que la question d'exclusion qui a été soulevée par certains d'ailleurs, je pense que cette question n'est plus à l'ordre du jour. Parce que ceux qui ont été exclus, les candidatures qui ont été exclues, je pense que ces personnes-là... qui ont été invalidées, merci pour le terme. Je pense que ces personnes-là ont pris acte de l'invalidation, bien sûr, de ces candidatures, à commencer, bien sûr, par le président de mon parti, qui, aux premières heures, bien sûr, a pris acte de l'invalidation de sa candidature. Bon, je pense qu'en tant que légaliste, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, dans ce contexte actuel-là, sur quoi on peut discuter? On peut discuter sur, par exemple, ce que vous avez dit ici, sur la date des élections. Voilà, la CENI a donné, bien sûr, sa chose. Nous, on pense que d'ici le mois de fin novembre, on peut organiser des élections, mais d'autres pensent le contraire. Est-ce que ce n'est pas bien, il n'y est pas dans ce contexte-là, de s'asseoir et de discuter réellement sur ces questions-là, quitte à aplanir les divergences et aller aux élections? Voilà où je parle de concertation. Parce que vous savez que c'est en discutant, en échangeant sur les questions qui touchent la nation qu'on peut trouver des solutions durables. Si on ne le fait pas, ce n'est pas sûr que ces solutions qu'on trouve là ne soient pas contestées demain. Voilà où je parle de concertation. Oui, M. Zagré. Je veux, pour votre information, rappeler que le cadre de concertation des partis politiques ex-CEFOP a saisi officiellement l'ex-majorité pour échanger sur... Lorsque le Premier ministre a demandé aux partis politiques de faire des propositions, et on s'est réunis. Et la personne qui était censée prendre le contact a pris le contact qu'il faut. C'est ce que notre ami rappelait tantôt, que le CDP a estimé qu'il n'était pas en sécurité aujourd'hui pour battre campagne et que donc il ne peut pas parler d'élection. Je pense que pour discuter, il faut être au moins deux.
Et quand on parle d'un processus qui a été interrompu dans les conditions que vous savez, qu'il faut relancer, aujourd'hui, est-ce que ce sont les autres partis politiques qui sont responsables de cette insécurité? J'ai dit non. Alors, vous avez dit quelque chose qui est simple, mais le CDP dit qu'ils ne sont pas en sécurité pour battre cette campagne. M. Zaïda a insisté là-dessus. Comment on fait aujourd'hui, après ce putsch-là, pour qu'il y ait une campagne électorale qui ne soit pas quand même facteur de division ou d'affrontement à un certain niveau entre les populations, M. Zagré? Non, je ne vois pas de division entre les populations. Si vraiment ce putsch-là était populaire, ce qu'ils avaient prévu allait se faire. Aujourd'hui, ce putsch-là et la résistance du peuple a montré que le peuple en avait marre. Il veut autre chose. Et je pense que c'est par ces élections-là que ça va se faire. Si nous faisons de la résistance pour aller à ces élections, qu'est-ce que nous voulons? C'est même le peuple qu'on prend en otage. Et c'est pour cela, je pense d'ailleurs, et comme ça a été dit tantôt ici, que nous n'avons même pas le choix pour avancer vers ces élections-là. Parce que vous nous proposez quoi pour donner du cœur à cette campagne-là et donner éviter ce que vous appelez des problèmes possibles? Non, notre position, c'est de concilier les différentes positions sur les situations du moment et les situations politiques de la vie d'une nation. Nous avons tout simplement dit, et notre position est connue. Nous maintenons notre position pour l'inclusion. Mais nous ne souhaiterons pas voir un président qui serait élu, où d'autres disent on ne se reconnaît pas dans ça, et d'autres disent on se reconnaît dans ça. Notre volonté est que le peuple burkinabé, dans sa globalité, puisse de façon souveraine apprécier. Alors, lorsque mon ami et mon frère de l'ADF-RDA revenaient sur la question de concertation, aujourd'hui, il faut que tout le monde s'accorde sur la date des élections. Une fois que ce consensus est obtenu, personne ne peut contester. Nous avons toujours dit que nous voulons qu'à la fin de la transition, le président Kafando soit applaudi par l'ensemble des Burkinabés. Et que les autorités de la transition soient applaudis par l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, nous ne sommes pas partisans pour prendre position ou du moins donner un avis contraire. On fait des propositions conciliantes afin que les acteurs maintenant puissent voir ce qui les intéresse, à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Tout dépend. Si par position conciliante, il faut donc prendre en compte tout ce que le CDP va proposer. Je ne sais pas, sinon, dans la négociation, eux-mêmes, en fait, le fait majoritaire, ils nous ont appliqué ça pendant 30 ans, ou même 27 ans. Donc, et si on devrait, je pense, moi, il y a un cadre qui... Est-ce que pour autant, on ne doit pas quand même se dire, à 1 semaine ou 2 semaines près, que tous les partis soient d'accord pour la date? Oui, mais la majorité regroupée autour de l'ex-CEFOP et autres tours se sont déjà prononcés. Moi, je ne sais pas sur quoi on parle encore. Bon. À moins de vouloir remettre à plat tout le processus. Super. Moi, je voudrais soulever quelque chose. C'est que l'ex-majorité, ce n'est pas seulement le CDP, en fait. Et puis, il faut aussi, très souvent, aussi faire la distinction. Il y a des partis qui étaient dans l'ex-majorité et qui n'y sont plus. Voilà, et qui ne sont plus. Et je pense que le CDP également n'est pas le seul parti de la majorité. Disons que c'est très important que lorsque vous voulez contacter l'ex-majorité, bien sûr les partis qui étaient de l'ex-majorité, il va falloir aussi peut-être employer d'autres méthodes et de ne pas passer exclusivement par les canaux par lesquels vous passiez avant. Voilà. Et donc c'est très important ce que je voulais vous dire, parce que il ne faut pas très souvent faire l'amalgame. Je vois très souvent les photos dans lesquelles on dit l'ex-parti au pouvoir, le CDP, avec ses alliés. Et on voit très souvent la DFRDA. Ah non, nous avons précisé que nous ne faisons plus partie de cette ex-majorité-là. Voilà. Je pense qu'il va falloir aussi être clair sur la question et puis nous saisir de droit si effectivement on a une question sur laquelle on pourra discuter ensemble. Voilà. Moi, je voulais simplement dire que jusqu'à ce qu'on trouve la bonne méthode, c'est ceux qui représentent l'ex-majorité au niveau du CNT. Le contact est passé à ce niveau. C'est à eux de s'organiser, les nouveaux et les anciens partenaires, pour que l'information circule.
Voilà. J'aimerais quand même, on va tourner vers les 10 dernières minutes de ce débat-là. Il y a un élément qui est un élément majeur qui est dans la scène politique, c'est quand même le rapport de la Commission de réforme nationale de réconciliation. Le Premier ministre, dans le Conseil des ministres, au titre du Premier ministère, on a dit qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il fallait mettre en œuvre de façon diligente. Il y avait un processus d'engagement des partis politiques à appliquer ces réformes-là qui étaient en cours, que le coup d'État a interrompu. Alors, votre analyse sur d'abord cette notion de mise en œuvre diligente-là des réformes, vous la comprenez comment, Monsieur Pascal Zaïda? Pour nous, nous estimons que la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce rapport-là relève, n'est-ce pas, des autorités de la transition. Voilà, parce que ça devrait être même l'un des premiers éléments après les 30 et 31, parce qu'il faut réconcilier le peuple burkinabé. Et du moment où le rapport a été rendu, je crois que la mise en œuvre doit d'office appartenir aux autorités de la transition qui vont l'expérimenter, quitte à ce que le gouvernement et le président qui sera démocratiquement élu puisse continuer pour achever le reste du travail. Oui, moi, quelque part, je souris quand j'entends dire, oui, on va mettre en œuvre les mesures que l'on peut mettre, ensuite le reste des mesures non consensuelles. Moi, je rappellerai aux uns et aux autres qu'à l'origine de l'élaboration de la charte, nous nous sommes battus pour que cette commission-là soit indépendante. Si vous regardez la première mouture de la charte, il était prévu qu'elle soit indépendante. Ensuite, il y a eu des batailles rangées pour la domestiquer. Auprès du, oui, la domicilier, mais en fait, bon, on savait très bien pour pouvoir mieux la contrôler. Maintenant que l'on sorte ici pour nous dire, oui, bon, pas un prétexte sur ça pour un éventuel report, moi je dis que ça fait rigoler, hein, sincèrement. Et du reste, l'ensemble des mesures préconisées, il n'y a rien de neuf, de nouveau dedans. Depuis 1999, si vous allez consulter le rapport du Collège des sages, vous allez retrouver 99% de l'ensemble de ce contenu dedans. Il n'y a rien de nouveau dans le village, comme on le dit. Donc, je suis d'accord, on a créé une autre autorité qui va être chargée de la mise en œuvre, mais ça va survivre après les élections. Maintenant qu'on veut engager les partis, moi franchement, on est à quelques encablures de l'ouverture, les partis avaient déjà leur programme, ils avaient déjà leur truc, mais je suis d'accord que c'est des questions d'ordre d'intérêt général et d'ordre national et que ces questions-là vont survivre à la campagne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé cette structure-là et qui va donc être chargée de voir les conditions parce que ça peut prendre du temps. Regardez dans les autres pays où les gens se sont réconciliés, ça peut prendre plusieurs années. Il n'y a pas que la réconciliation, il y a des éléments de gestion même pratique de notre État. Il y a des questions au niveau de la gouvernance politique, il y a des questions au niveau de la mise en œuvre, même la création. Voilà, donc ça a été biaisé dès le départ. Écoutez, quand on a voulu mettre... La charte de la Constitution n'a pas donné ses missions à la transition. Maintenant, vous voulez revenir faire marche arrière pour reprendre. C'est comme si on voulait remettre à plat le processus de revenir en arrière. Non, la charte a clairement défini les rôles et les tâches de chacun. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Oui, M. Thiama. Moi, je pense que l'administration est une continuité. L'administration est une continuité. Le président qui sera élu après donc, les élections que nous aurons organisées incessamment pourra continuer le travail. Voilà, on ne peut pas, pour la mise en œuvre, peut-être, pour la mise en œuvre des conclusions de ce rapport de la Commission de réconciliation nationale, vouloir prolonger la transition. Moi, je ne pense pas. Voilà, parce qu'il y a des questions, par exemple, les propositions de texte de loi sur le code électoral. Il y a également les propositions de texte de loi sur une nouvelle constitution. Il y a beaucoup d'autres propositions de textes de loi. Je pense que la transition ne peut pas gérer ces questions puisque nous sommes au soir de la transition. Donc je pense qu'il y a des questions sur lesquelles la transition actuellement ne peut pas statuer et qu'il est intéressant de laisser le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement qui sera bien sûr élu après les élections, de continuer puisque l'administration est une continuité. Monsieur Zagré. On l'a toujours dit et répété. À quoi ça sert d'aller à la 5e République en courant? Il y a quelle urgence? Si l'argument consiste à dire qu'on ne doit pas faire confiance à ceux qui seront élus, si vous grattez un peu, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller à des élections, puisque ceux qu'on va élire là, personne ne doit leur faire confiance. Non. Il y a certainement de bonnes choses, de belles choses qui se passent sous la transition. Mais la transition, ce n'est pas le concentré du changement que le peuple burkinabé attend. Si vous prenez leur rapport, on ne peut pas, comme il a fait observer dès le début, ceux qui ont mis cette structure-là en place,
savait qu'il pouvait dire à cette structure-là qu'elle était autonome, elle était indépendante, que donc ces propositions-là, on les met en œuvre. Et on dit la procédure selon laquelle ça va être mis en œuvre. Ni dans leurs attributions, ni nulle part, on a dit comment ils font des recommandations et selon quelle procédure la maturation de ces recommandations-là se fait. Moi, je suis très respectueux du travail de tout ce qui était. Ces 34 personnes, ça devait être même 36. Et puis, la mort a visité la commission. Ensuite, il y a 2 qui ont démissionné avant même d'avoir commencé. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a déjà trop d'institutions dans la Constitution, qu'il faut une réforme globale qui permette d'harmoniser toutes ces structures administratives qui sont redondantes, qui sont inutiles, etc. Mais si vous commencez à ajouter encore d'autres institutions qu'il faut constitutionnaliser, qu'il faut faire quoi? On s'arrête comme ça, on dit qu'il faut que le nombre de ministres là, ce soit 25 au plus. Ça a été plus facile dans la charte de la transition de mettre ça, parce que vraiment la transition c'est quelque chose, on avait estimé que ce n'était pas la peine de faire plusieurs ministres, etc. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On est tous d'accord. Monsieur Zagré, oui. Question que je pose. Est-ce que ça veut dire que vous ne prendrez pas en compte ces recommandations-là au niveau du MPP de façon simple? Si vous regardez le programme du candidat, nous on est à l'aise, on est en phase. Mais il y a des questions qui ont besoin qu'on en discute, qu'on débatte. Des réformes de cette profondeur-là, on ne peut pas... Nous, en tant que parti politique, personne n'a été consulté ni associé aux travaux de cette commission. Vous avez la chance d'avoir participé aux travaux. Je sais que le MPP a été quand même consulté. Non. On a reçu des partis politiques au niveau d'un certain nombre d'institutions. Là, je parle en tant que membre de la commission. Officiellement, on n'a été ni consulté ni associé au contenu de ces travaux-là. Et ces travaux-là ont besoin d'être connus. Il faut le temps pour connaître ça. Il ne doit pas s'agir d'un engagement des seuls candidats à l'élection présidentielle de la plus prochaine élection. Il y a plein de partis politiques qui sont représentatifs, mais qui ne sont pas candidats, qui n'ont pas de candidats à l'élection présidentielle. On en fait quoi? Et pour savoir ce qui s'est passé, vous savez que c'est le jour où on avait convié les candidats pour faire connaître ce rapport. C'est ce jour-là que la commission, que les partenaires de choses, les membres du comité de suivi étaient là. Et il y avait 2 cérémonies pratiquement à 1 heure d'intervalle. C'est pour dire l'intérêt que nous-mêmes, nous portons aux travaux de cette commission. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon boulot. Il faut faire connaître ce travail-là. Aujourd'hui, proposer que les candidats s'engagent à le mettre en œuvre, qu'on adopte la nouvelle constitution en même temps qu'on fait les élections municipales, tout ça là. Vous savez, aujourd'hui, les principaux acteurs de ça, c'est les partis politiques, c'est vrai, c'est les organisations de la société civile. Les gens, leur agenda là, c'est autre chose. Et vous ne pouvez pas leur dire de laisser ça pour rentrer dans les régions, débattre, pour faire connaître ça, essayer de faire quoi, avant de revenir pour faire. Donc, oui, ça ne sert à rien de courir, il faut savoir aller à point. Alors, une petite dernière question, et puis on va conclure. Est-ce qu'au final, en écoutant M. Zagré et en écoutant M. Tiama, qui sont tous 2 politiques, est-ce que cette commission-là n'a pas fait un travail inutile qui va dans les tiroirs dès que le prochain président est élu, Pascal Zaïda? Moi, je crois que j'avais déjà donné ma position sur la question. Au fait, il y a un paramètre que nous oublions. Lorsque on veut prendre une décision qui engage la responsabilité collective, il faut que tout le monde soit associé. Moi, ça me plaît lorsque M. le maire dit qu'il faut qu'on s'assied pour parler par rapport à certains points. C'est-à-dire que ça engage la responsabilité collective. Donc, tout ce qui engage la vie de la nation doit être accordé sur la base d'un minimum. Où il n'y a pas de contestation demain. Bon, déjà, vous voyez certains qui estiment que le rapport de la commission
est un peu ambigu. Bon, nous estimons qu'il appartient à la transition de déclencher la mise en œuvre, quitte à ce que le président qui sera démocratiquement élu puisse continuer la suite. Et il y a d'autres voix également qui sont contraires à cela. Or, ça engage la responsabilité collective. On fait quoi? En démocratie, on fait quoi? Il faut qu'on trouve un consensus. Il faut un consensus. Évariste Faustin Conseil-Vous. Non, moi je dirais simplement que c'est un travail d'actualité. Ce travail, on ne peut pas dire qu'il est inutile parce que ça vient reposer des problèmes qui datent. Quand, souvenez-vous, au sorti, donc, ou du moins au retour donc, de l'état de la démocratie 90-91, on avait les deux tendances, ARDC, CFD, on parlait déjà de conférence nationale souveraine pour le volet réconciliation. Bon, on a fait table sur ça, on a avancé. Aujourd'hui, en 2015, la question de réconciliation se pose. La question des réformes est d'actualité. Donc, tôt ou tard, on sera obligé de s'asseoir pour regarder comment faire pour avancer ensemble. Et ça, ce n'est pas dans l'échéance, dans l'intervalle d'une élection. Ça va aller bien au-delà de l'échéance électorale. Je dirais que ce qui est intéressant dans la question, c'est qu'il y a un haut conseil qui est chargé, bien sûr, du suivi de ces recommandations. Je pense que ce haut conseil-là peut, peut continuer son travail après l'élection présidentielle et peut tirer à tout moment l'attention des nouvelles autorités sur la mise en œuvre, bien sûr, des conclusions de ces réformes-là. Donc je pense que ce n'est pas un travail inutile, c'est un très bon travail qui a été effectué. Mais effectivement, je voudrais revenir sur ce que M. Zagré a dit. Il y a une disposition qui m'a un peu fait, où je trouve qu'il y a un peu des insuffisances, c'est la disposition sur la signature de la charte de la réconciliation nationale par les candidats aux élections. Mais il y a, comme il a dit, il y a plein de partis qui ne sont pas aux élections. Présidentielle, oui. Je veux dire, présidentielle. Tel que nous, donc, par exemple. Comme la DFRDA. Oui, on ne peut pas quand même nous négliger dans cette histoire-là comme ça. Donc je pense qu'il va falloir aussi revoir cette disposition-là, parce que il y a plein d'autres partis qui doivent être associés à la signature de cette charte de la réconciliation. Voilà, nous sommes au terme. Je vais juste faire un tour de table. Alors, ces élections-là, on les aura dans quelles conditions? Vous y croyez véritablement, M. Zagré? Non, je ne peux pas m'empêcher de croire que le bon sens va continuer à prévaloir. J'ai bon espoir que mercredi ou plus tard, on va avoir une date pour ces élections-là, parce que tout ce qu'on a consulté autour de ça, on dit, et il semble se dégager un consensus autour du 15, et je pense que, Dieu voulant, ces élections-là auront lieu pour que qu'on remette le pays là au travail. Oui, Pascal Zaïda. Je crois évidemment aux élections et je pense très bien qu'elles auront bel et bien lieu. Maintenant, pour vous, c'est la... Bon, il appartient aux acteurs politiques et aux autorités de la transition d'en décider. Monsieur Tiama. Bon, moi, je crois aussi que les élections auront lieu parce que la transition ne sera pas là indéfiniment. Et voilà, donc je pense qu'elles auront lieu et il va falloir que nous fixions la date le plus tôt possible. Voilà, parce que le pays est bloqué. Je pense que les investissements ne se font plus. Voilà, et donc il est important de d'abréger un peu la souffrance de nos vaillantes populations. Et donc il faille organiser dans le plus bref délai donc, ces élections-là. Faustin Évariste Conseil-Vous. Non, moi je suis convaincu que les élections vont avoir lieu parce que telle est la volonté du peuple burkinabé et avec le soutien de l'ensemble de ses partenaires. Et je pense même qu'il est dans l'intérêt de la transition que ces élections aient lieu dans les plus brefs délais. Voilà, on a parlé donc d'élections avec 4 invités. Monsieur Seydou Zagré, il est du MPP. Monsieur Thomas Tiama, qui est de la DFRDA. Et puis à côté, société civile parlant, il y a monsieur Pascal Zaïda de la Coordination nationale pour une transition réussie et Évariste Faustin Conseil-Vous, président du Cercle d'éveil. Merci à vous qui nous avez suivis. Messieurs, merci d'être venus en ce dimanche dans nos locaux. On se retrouve nous dimanche prochain pour une autre émission. Merci et bonsoir. Merci.